Au revoir est un podcast consacré au deuil périnatal. Le deuil périnatal, c'est le fait de perdre son bébé durant la grossesse, au moment de l'accouchement ou quelque temps après sa naissance. Par conséquent, les épisodes de ce podcast abordent des questions sensibles et douloureuses. Avec mes invités, nous parlerons notamment d'arrêt naturel de grossesse, d'interruption médicale de grossesse, de mort in utero ou de décès d'un enfant, quelques minutes, heures, jours ou semaines après sa naissance. Assurez-vous de pouvoir écouter les épisodes dans de bonnes conditions. Et surtout, n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour à toutes et à tous, il s'agit du premier épisode de 2024 pour Au revoir podcast, un épisode un petit peu particulier puisqu'il s'agit d'un épisode solo. La seule voix que vous allez entendre dans cet épisode, c'est la mienne, et aujourd'hui je vais répondre à vos questions. Ce sont les questions que vous m'avez posées sur Instagram, je vous ai sollicité pour que vous puissiez poser vos questions, formuler vos interrogations, vos envies par rapport à Au revoir podcast. Une manière également de regarder un petit peu vers l'avenir, vers ce qu'il était possible de faire pour Au revoir podcast, que je puisse aussi vous annoncer un petit peu la direction que j'ai envie de prendre par rapport au podcast. Je n'ai rien écrit, j'ai assez peu réfléchi aux questions que vous m'avez posées, même si pour certaines en fait j'ai déjà des éléments de réponse, dès que je les ai vues j'avais des éléments de réponse, mais voilà, j'avais envie de quelque chose d'assez naturel, je n'ai pas de texte sous les yeux, si ce n'est vos questions que je vais reformuler. Il y en a certaines, elles ont été posées plusieurs fois, donc je vais pas les lire à chaque fois, mais je vous signifierai les interrogations qui sont revenues le plus fréquemment. J'ai un petit peu trié ces questions pour qu'il puisse y avoir aussi une logique, qu'il n'y ait pas de trop d'aller-retour et de redites. Donc voilà, je vais commencer dès maintenant. Ce sont vos questions, c'est votre épisode, c'est vous qui menez l'interview. Avec le recul, est-ce que tu imaginais que ton podcast serait encore là plus de 3 ans après ? En toute honnêteté, non. Et ça, c'est quelque chose que je dis à chaque fois. En gros, quand j'ai lancé le podcast en septembre 2020, j'avais un certain nombre d'épisodes que j'avais envie de faire pour aborder le deuil périnatal. Alors pas sous toutes ses facettes, mais en tout cas différents aspects du deuil périnatal, les arrêts naturels de grossesse au premier trimestre, l'interruption médicale de grossesse, la mort in utero, au cours de la grossesse et à la fin surtout, et également le décès d'un bébé qui est né vivant. Donc non, je n'imaginais pas du tout qu'il serait encore là 3 ans après, parce que dans mon esprit j'avais envie de faire un certain nombre d'épisodes qui allaient aborder ces différentes réalités médicales, même si la porte d'entrée du podcast et de mes épisodes, c'est davantage le vécu de celles et ceux qui traversent ce deuil, plutôt que le diagnostic qui a été posé. Pour moi, c'est beaucoup plus universel de parler du vécu que d'un diagnostic médical, même si, de fait, ce diagnostic qui intervient à un moment donné, c'est ce qui va tout faire basculer. Je ne pensais pas du tout que le podcast serait encore là. Je ne pensais pas que j'aurais autant d'épisodes potentiel à faire, je ne pensais pas que j'aurais l'énergie, je ne pensais pas que ma vie pro allait prendre un tournant, puisque quand je l'ai créé, j'étais en congé, alors non pas parental, mais de présence parentale. C'est un congé en fait qu'on peut avoir quand on a un enfant qui a une pathologie ou un handicap qui fait que l'un des deux parents doit réduire son activité ou simplement s'arrêter de travailler. Le podcast, même si finalement il pouvait y avoir une dimension assez professionnelle dès le début, puisque moi initialement je suis journaliste, c'était pas un travail en fait, pas du tout. Donc je n'imaginais pas que le podcast puisse donner lieu
à une réflexion sur mon travail et sur la manière dont j'avais envie de retravailler après ce congé de présence parentale. Quelle relation ce podcast t'a-t-il apporté ? Alors, il y a des relations professionnelles, on va dire, qui sont liées à ce que j'ai mis en place, ou des relations qui se sont nouées avec des professionnels également. Et puis il y a des relations, les relations avec les personnes qui sont abonnées au compte du podcast, avec les auditrices, avec les auditeurs. Ça peut être quelques échanges de messages, comme ça peut être des relations qui se sont tissées pendant plus de 3 ans. En fait, il y a des personnes que je connais depuis plus de 3 ans et avec qui j'échange régulièrement, pas quotidiennement mais presque, des personnes avec qui j'ai pu mettre en place des projets ou avec qui je réfléchis à des projets. Donc ça, c'est tout à fait enthousiasmant. En fait, quand on y pense, quand on regarde un petit peu dans le rétro, je pensais pas que créer un podcast toute seule dans mon coin allait me permettre de faire de nouvelles rencontres et des rencontres avec des personnes qui sont potentiellement devenues des copines. Et puis par exemple, c'est à travers le podcast que j'ai pu trouver des personnes à interviewer dans le cadre du documentaire que j'ai co-signé avec Anaïs Feuillette, qui s'intitule Le berceau vide. D'ailleurs, cette rencontre avec Anaïs, c'est grâce au podcast. Ouais, je le dis, c'est enthousiasmant, je n'avais pas anticipé ça, et c'est peut-être aussi parce qu'il y a des relations qui se sont nouées que le podcast a continué. Et puis il y a les relations, en fait, à travers les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont fait partie parfois des premières auditrices. Il y a 95% des personnes qui écoutent le podcast qui sont des femmes, en tout cas 95, voire même plus, qui suivent le compte Instagram du podcast. Et c'est vrai que ce sont des personnes que j'ai jamais vues en vrai, mais que je suis toujours en fait, et qui m'envoient des messages et qui partagent régulièrement les épisodes. Voilà, c'est plein de types de relations, en fait. Alors justement, comme j'ai abordé la question des relations, je vais passer à une autre question. Le documentaire a-t-il eu des retombées pour ton podcast ? Alors juste pour resituer les choses pour les personnes qui viennent d'arriver, en fait, qui ne connaissaient pas le podcast auparavant, en 2023, j'ai écrit un documentaire pour la chaîne France 3 Paris Île-de-France avec Anaïs Feuillette. On a toutes les deux vécu un deuil périnatal et en l'occurrence on a toutes les deux vécu une interruption médicale de grossesse à quelques années d'écart. Et donc ensemble on a co-réalisé ce documentaire qui s'intitule Le berceau vide et qui aborde la question de l'interruption médicale de grossesse et du deuil périnatal qui en découle. On souhaitait initialement faire un documentaire sur le deuil périnatal en général et on s'est rendu compte que c'était trop vaste en 52 minutes. Donc ce documentaire, on l'a réalisé au printemps 2023 et donc il a été diffusé au mois d'octobre. Il a été beaucoup vu lorsqu'il a été diffusé un jeudi soir à 23h. Puis j'ai pas les chiffres, mais je sais qu'il a quand même été beaucoup regardé en replay. Oui, le documentaire, il a eu des retombées pour le podcast, dans le sens où je me suis rendu compte au niveau des écoutes qu'il y en avait eu beaucoup, dans les jours qui ont suivi la mise en ligne du documentaire, puis sa diffusion, puisqu'il a été mis en ligne en replay quelques jours avant la diffusion. Et puis en fait, à travers le documentaire, j'ai été aussi beaucoup invitée à parler du podcast dans des épisodes de podcast. Par exemple, la matrescence, Clémentine Sarlat m'a fait la joie de m'inviter. C'était vraiment un honneur pour moi. J'ai aussi parlé du podcast sur des médias plus grand public. En fait, j'ai été invitée sur France Bleu. J'ai parlé de deuil périnatal pour Ouest France, pour le magazine Cosette, pour les versions en ligne de Marie-Claire. Mais oui, il y a eu des retombées pour le podcast. Et en fait, c'était des retombées pour faire sortir le podcast de son audience habituelle, son audience qui est principalement des personnes qui ont vécu un deuil périnatal. Comment arrives-tu à tout gérer ? C'est une vaste question. Je n'arrive pas à tout gérer. J'essaie, mais c'est dur.
Et c'est en lien en fait avec une question qui vient juste après. Combien de temps pour faire un podcast tu peux nous expliquer? Alors faire un podcast, j'imagine que c'est faire un épisode de podcast. Un épisode de podcast, c'est plusieurs jours de travail. Un épisode de podcast, pour vous donner un petit aperçu de ce que ça implique, faut trouver une personne à interviewer, faut échanger avec elle, faut faire l'enregistrement à proprement parler, qui peut prendre 2h30, même 3 heures parfois. C'est la préparation aussi de l'interview. Et puis bon, ça on va dire que ça s'étale dans le temps, mais voilà, c'est pas je contacte quelqu'un, hop, 3 heures après c'est terminé. Non, et puis on est sur un sujet où jamais de la vie je me permettrais de faire les choses de manière aussi... ce serait bâclé pour moi. Et ensuite, c'est là que vient le gros du travail, c'est ce qu'on appelle la production de l'épisode et l'écriture et la post-production. L'écriture d'un épisode, ça me demande beaucoup de temps. C'est plusieurs journées de travail. Déjà, il faut écouter ce qui a été enregistré. Un enregistrement dure 2 heures, ça me demande le double, voire le triple de temps de l'écouter en entier. Même si maintenant il y a des outils qui sont très bien faits, qui permettent, on télécharge l'enregistrement format MP3 par exemple, et ça nous donne toute la transcription de ce qui a été dit. Moi je peux pas me dire la transcription de l'épisode, je vais faire un petit montage facile. Non, déjà moi je suis pas sur un format conversation ni interview pour les gros épisodes du podcast. Donc ça me demande de sélectionner véritablement les passages et puis parfois de réussir à synthétiser, de me dire qu'est-ce qui est le plus important dans l'épisode, quel était mon angle de début. C'est un gros travail, ça dépend aussi, certains passages vont être sélectionnés parce que la qualité du son est bonne, d'autres vont être mis de côté parce que la personne a eu du mal à exprimer ce qu'elle voulait. D'expérience, je le sais, c'est que sur des sujets aussi difficiles que le deuil périnatal, et ça je m'en suis bien rendu compte aussi au moment de l'enregistrement et du tournage du documentaire, les personnes finalement, tout leur passage mis bout à bout, ça fait 10 minutes par intervenant dans le documentaire. 10 minutes, grand maximum. Mais 10 minutes, sauf que derrière, il y a eu 2 heures, voire 2 heures et quart d'entretien. Et je le sais que les choses les plus percutantes, les choses les plus profondes, les choses les plus... les plus révélatrices en termes d'émotion, en termes d'un vécu particulier, ça demande d'en parler, ça demande de prendre le temps. Donc tout ça pour dire que quand j'ai une matière brute de 2 heures d'entretien, par exemple, c'est la plupart du temps le triple pour tout réécouter, pour déjà faire une présélection. Et ensuite vient le moment où je vais agencer l'épisode. Un épisode, si vous avez déjà écouté des épisodes longs du podcast, c'est une introduction que j'écris, et puis ça va être finalement le portrait, ça va être l'histoire de quelqu'un à travers son témoignage, et ce témoignage, ces morceaux de témoignage, ils sont entrecoupés de passages où c'est la voix off, c'est moi qui parle, soit pour résumer, soit pour mettre en exergue certaines infos, et en fait ça demande beaucoup de temps d'écriture. Parfois il y a des choses, ça va me paraître limpide d'emblée et je sais déjà comment je vais raconter cette histoire. Parfois j'arrive pas à trouver le ton et je mets beaucoup de temps à écrire l'introduction qui est quand même presque la pierre angulaire de mes épisodes. C'est une introduction qui est souvent très longue. Et parfois ça me demande plusieurs jours, c'est-à-dire que je vais pas travailler non-stop dessus, mais il faut bien avoir en tête que sur, par exemple, 2 demi-journées de travail effectifs, par exemple le lundi après-midi et le vendredi après-midi, il y a des moments où je vais revenir à cet épisode. C'est comme si je vivais avec l'épisode, et je sais que parfois j'ai des déclics en prenant ma douche ou bien en faisant toute autre chose, ou alors en travaillant sur autre chose. Là, ça va me revenir, je vais dire mais oui, ça, tel passage, j'arrivais pas à savoir comment l'introduire, j'arrivais pas à l'articuler avec le reste. Oui, voilà, c'est comme ça. Donc c'est ça aussi, c'est tout ce travail
de maturation qui fait que je peux pas me dire allez en 3 jours ou en 2 jours ça va être bouclé parce que j'ai besoin de faire des pauses. Et sur un épisode de 40 minutes, voilà, il y aura les 2 heures d'entretien, il y aura toute la préparation de l'entretien, il y aura le fait de dérusher, c'est-à-dire de tout réécouter, il y aura toute l'écriture derrière. Enfin, ce sont des jours et des jours de travail. Il faudrait que j'arrive à le quantifier réellement, mais ce que vous avez dans vos oreilles et cet épisode de 40 minutes auquel vous pouvez accéder gratuitement, oui, c'est beaucoup de jours et de jours de travail. C'est une immersion dans une histoire qui dure plusieurs jours. Et même quand je travaille pas effectivement dessus, que je suis pas sur mon ordi en train de taper le texte, je vis presque avec cette histoire. Et c'est pour ça que je peux pas travailler sur plusieurs épisodes de manière simultanée, et c'est pour ça aussi que je n'ai pas pu mettre en ligne de nouveaux épisodes durant tout le temps du tournage, de la préparation de mon documentaire, du montage de mon documentaire. Parce que j'avais les histoires de mes intervenants, de mes témoins. Ces histoires, elles ont pris toute la place, et je ne pouvais pas travailler de manière je sais pas, satisfaisante sur d'autres histoires en même temps, parce que je n'aurais pas rendu justice aux autres histoires, ou alors il y aurait eu des manquements d'un côté ou de l'autre. Voilà, chaque histoire, à un moment donné, prend toute la place, et c'est parce que je laisse cette histoire prendre toute la place que je peux travailler. Sur cet épisode de manière respectueuse, bienveillante et satisfaisante, à mon sens. Autre chose à préciser, c'est qu'il faut imaginer la vignette, il faut imaginer les posts Instagram, mettre en ligne, tout ça, ça demande beaucoup de temps. Quelles ont été les plus grosses difficultés dans ce projet de podcast ? Les plus grosses difficultés, ça a été déjà de me mettre des limites, parce que j'ai beaucoup de mal à me mettre des limites. À partir du moment où j'ai vu que le podcast était écouté, qu'il pouvait aider des personnes, voilà, on a envie de faire plus. Donc c'est vrai que la première saison, la deuxième en tout cas, au début, je mettais en ligne toutes les semaines. Et c'était pas prévu au début, mais c'est parce que j'ai vu les retours, parce que j'ai vu les chiffres, que ça m'a boosté. Et en fait, ça m'a boosté, mais ça m'a aussi fatigué, ça m'a épuisé. Donc ça, c'est un fait. La plus grosse difficulté à ce jour dans ce projet, c'est qu'à partir du moment où j'ai pris conscience que j'y accordais autant de temps, et que c'était pas du temps que j'accordais à d'autres choses, ça a été de me rendre compte que voilà, je n'étais pas rémunérée et que je le faisais gratuitement. Donc j'ai mis en place à un moment donné un financement participatif sur la plateforme de financement Tipeee. Cette plateforme, la page de soutien du podcast, elle existe toujours, ce qui me permet d'arriver à un équilibre entre les frais liés au podcast, l'hébergement, le site internet, le fait qu'à un moment donné j'ai dû me racheter un ordinateur parce que le mien était trop lent. En début de deuxième saison, je crois, j'ai racheté un ordinateur parce que je pouvais pas faire du montage sur le précédent. En tout cas, il ramait tellement que c'était terrible. En fait, moi, ça m'a permis de retrouver un équilibre par rapport à l'investissement matériel, par rapport à l'investissement en termes de logiciels, d'abonnements, ne serait-ce qu'une plateforme pour avoir une transcription des épisodes, c'est un abonnement tous les mois. L'hébergement de mon podcast, c'est tous les ans au mois de février. Ça coûte de l'argent en fait d'avoir un podcast. Alors il y a certaines personnes qui se diront oui mais c'est une fois tous les ans, mais n'empêche et de retrouver je me rémunère pas très clairement avec cette campagne de financement participatif. Donc ça, c'est ma plus grosse difficulté et ça va impacter complètement l'avenir du podcast. Ça, c'est évident. J'en suis à la 4e saison. Maintenant, je suis très alignée sur le fait que il n'y aura pas de saison 5 si je ne trouve pas un financement qui me permette de voir venir. C'est-à-dire d'avoir un financement de me dire, ok, donc là, avec tant d'argent, je peux me permettre de produire tant d'épisodes pour la saison à venir. Donc ça, je vais en parler un petit peu après. Pour moi, c'est clair que si je n'ai pas de trésorerie qui me permet d'envisager l'avenir du podcast,
j'arrête. Et ça, je le dis très clairement. J'arrête. Et ça a un impact forcément sur les questions qui vont venir. Comment choisis-tu tes invités ? Comment faire pour être sélectionné ? Comment rencontres-tu ou sélectionnes-tu les personnes qui participent ? J'ai eu beaucoup de questions. Mes invités, je les ai pas sélectionnés en tant que tels, je fais pas une sélection. C'était en fonction des thématiques, c'était en fonction aussi du feeling. Voilà, pour qu'il n'y ait pas de redite entre chaque épisode, pour avoir des profils qui soient différents. C'est le plus important dans la sélection, entre guillemets. Pour la saison 4, je ne fais plus d'entretien, sauf cas très exceptionnel. Il y aura un épisode en mars, normalement, où là je vais refaire un petit entretien. Vous verrez le pourquoi du comment. Mais là, je ne fais plus d'enregistrement. Je ne fais plus d'enregistrement pour 2 raisons. Déjà parce que j'ai pris beaucoup de retard dans la mise en ligne des épisodes. J'avais beaucoup anticipé les enregistrements pour la saison 3. Il s'avère que à ce moment-là, quelques mois après, on a eu le feu vert pour le documentaire, donc j'ai tout mis en stand-by et j'ai expliqué pourquoi. Donc en fait, j'ai encore des épisodes que j'aurais pu mettre en ligne dans la saison 3 que je n'ai pas mis en ligne. Et maintenant, en lien avec l'une des plus grosses difficultés de ce projet, j'ai décidé de ne plus faire d'enregistrement jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à ce que je trouve un sponsor, que je trouve un mécène, que je trouve un moyen de me rémunérer, non pas de faire de l'argent sur le dos du podcast et du deuil périnatal, mais juste de rémunérer mon travail, parce que c'est un travail, quand bien même il est mis en ligne, cet épisode, complètement gratuitement, que je ne fais pas payer l'accès à l'épisode, eh bien j'ai décidé que tant que je n'avais pas de visibilité sur l'aspect financier du podcast, je ne faisais pas de nouveaux entretiens. Je réfléchis à des moyens de faire perdurer le podcast. Voilà, je réfléchis à ça, je vais vous en parler à la fin de l'épisode. Mais voilà, donc les personnes qui m'ont contacté dernièrement, qui m'ont dit voilà, j'aimerais bien participer, je prends vos adresses mail, je lis vos histoires, mais à ces personnes, je n'ai pas dit oui, je n'ai pas dit peut-être, j'ai dit je mets en ligne les épisodes pour lesquels j'ai déjà fait des enregistrements, mais les suivants, pas pour l'instant. Est-ce que tu as parfois l'impression d'avoir fait le tour de la question ? Alors en fait, si je devais arrêter le podcast à la fin de la saison 4, je n'aurais pas fait le tour de la question. Je pensais que le tour de la question, il allait intervenir plus rapidement dans mon parcours de podcasteuse, mais non, je n'ai pas fait le tour de la question. Donc, bien évidemment que si j'arrive à trouver des financements, je n'ai pas fait le tour de la question, et je pense que les sélections, entre guillemets, vont surtout se faire en fonction de thématiques, d'angles d'approche que je n'ai pas encore abordés. Ça c'est sûr que le jour où j'aurai le feu vert, où je me donnerai le feu vert, je me dirai là c'est bon, financièrement c'est vivable pour moi de produire tant d'épisodes pour une 5e saison. Voilà les thématiques sur lesquelles j'ai envie de travailler, et je lancerai peut-être un appel à témoignages, ou alors je recontacterai des personnes qui m'ont déjà contacté et dont le parcours correspond à quelque chose que j'ai envie d'aborder. Par exemple, les interruptions médicales de grossesse, j'en ai beaucoup parlé à travers le documentaire, j'ai quelques épisodes qui portent sur cette question-là, de manière centrale ou un peu plus annexe. Eh bien, je n'ai pas parlé d'interruption médicale de grossesse en lien avec la santé de la femme qui était enceinte, puisque quand sa santé est en jeu, il peut y avoir une interruption médicale de la grossesse pour sauver la femme enceinte. De la même manière, je n'ai pas abordé la question des interruptions médicales de grossesse très précoces, c'est-à-dire au premier trimestre ou au tout début du second. Ça, je l'ai pas encore abordé. Il y a d'autres thématiques que je n'ai pas abordées, la perte d'un bébé au moment de l'accouchement, c'est-à-dire non pas une mort fœtale in utero, c'est-à-dire qu'une femme arrive à l'hôpital et on constate que le cœur du bébé s'est arrêté, mais vraiment la question du décès au moment de l'accouchement, le bébé était vivant et il y a un problème au moment de l'accouchement et le bébé décède, ça je ne l'ai pas abordé non plus.
la question du deuil périnatal et du travail, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'aborder. Je ne l'ai pas abordé non plus, là on n'est plus sur une thématique médicale à proprement parler, mais voilà, sur une thématique de vécu du deuil, ça je ne l'ai pas abordé non plus. Donc non, je n'ai pas fait le tour de la question. À un moment donné, je me suis peut-être dit que je l'avais fait, mais non, pas du tout. J'ai des questions aussi par rapport à moi, comment je vis la thématique de mon podcast. Est-ce que c'est pas trop anxiogène pour toi? Est-ce que c'est pas trop dur? Comment est-ce que tu te protèges? Comment prends-tu soin de toi avec toutes ces histoires que tu encaisses, etc., etc. Ah oui, c'est dur, c'est dur. Comment est-ce que je me protège? Déjà, ce n'est pas mon histoire. Y a des moments où je me dis waouh, j'ai vécu la même chose, ça fait écho, mais ce n'est pas mon histoire. Et par ailleurs, j'ai une double casquette, et ça je le dis tout le temps, c'est que certes, j'ai vécu ça, mais à la base, j'ai une formation de journaliste. Et donc, je fais la part des choses. Je sais mettre de la distance. Oui, ça m'arrive d'être très 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 émue pendant les enregistrements, mais ça veut pas dire que ça va me ronger de l'intérieur pendant tout l'enregistrement ou dans les jours qui vont suivre, ou me sentir mal à cause de l'histoire d'une personne qui a témoigné. Donc voilà. Et puis comment je me protège, c'est-à-dire qu'il y a des moments, je sais très bien dire stop. Tous les ans, il y a un moment où j'ai besoin de faire une grosse coupure, par exemple. Ça, c'est aussi une manière de me protéger, parce que moi-même j'ai mon vécu de deuil, et que il y a des périodes de l'année où je sais que c'est plus compliqué que d'autres, en fait. Et après, la question de est-ce que c'est anxiogène? Ça pourrait être anxiogène. C'est impossible de parler de deuil périnatal sans effrayer, ça c'est évident. Donc forcément, moi qui reçois ces histoires, ça pourrait m'effrayer, ça pourrait être anxiogène, mais moi, compte tenu de mon histoire, de mon parcours, de là où j'en suis dans ma vie, non, ce n'est pas anxiogène pour moi. D'ailleurs, pour revenir sur les épisodes, il y avait plusieurs questions. Est-ce qu'il y a un témoignage qui t'a particulièrement touché? Quel est l'épisode qui t'a le plus ému? Alors, un témoignage qui m'a particulièrement touché, qui m'a particulièrement ému, et qui est récent, c'est celui de Claire. S'il y a bien un épisode qui m'a remué, c'est celui-ci. Claire, donc c'était un épisode en 2 parties que j'ai mis en ligne en novembre et en décembre. C'était un épisode qui était très dense, un témoignage qui était à la fois magnifique et poignant. La première partie s'intitule Claire, le deuil périnatal à l'adolescence, et donc la deuxième partie, Claire, la vie après le décès de Valentin. Cette question du deuil périnatal à l'adolescence, ça m'a beaucoup remué. Claire, elle a un parcours qui n'est pas facile, qui est même extrêmement dur, qui est jalonné par des violences verbales, des violences dans l'attitude des soignants, du fait de son jeune âge. En fait, quand elle a perdu son bébé, elle avait 16-17 ans. Ouais, ça c'est un épisode qui m'a beaucoup remué. Et d'ailleurs, je remercie Claire d'avoir pris la parole, parce que c'était vraiment extrêmement... Il y a plein de sagesse dans ces mots, et il y a aussi beaucoup de lumière, et on se dit de là d'où elle vient, avec tout ce qu'elle a vécu en étant aussi jeune, voilà, j'ai un profond respect pour elle, et elle a eu une manière de se reconstruire qui est juste... voilà, ça force le respect, je trouve. Il s'agit pas de se dire que il faut être exemplaire à tout prix dans sa reconstruction, enfin je suis pas là en train de formuler des injonctions au courage, à la force, mais en tout cas quand on a une position extérieure et qu'on écoute son histoire, voilà, j'ai vraiment un profond respect pour elle, pour sa manière d'envisager les choses, pour sa manière de les raconter. Donc un grand merci à toi, Claire. J'avais des questions aussi. Qu'est-ce qui t'a surpris depuis le début de ton aventure? Bah, ce qui m'a surpris et ce qui me surprend encore, c'est que le podcast soit écouté et soit toujours là. Ça vraiment, j'ai été très surprise. En bien, forcément. Est-ce que ton entourage écoute ton podcast? Je crois que certaines personnes de mon entourage l'écoutent, pas régulièrement, mais ont écouté des épisodes. Ça, je le sais.
Voilà, et pour écouter des témoignages, pour en savoir plus sur le deuil périnatal, parce que aussi certaines personnes de mon entourage ont été confrontées, alors non pas personnellement au deuil périnatal, mais par exemple, c'est une copine dont une amie proche ou une sœur a vécu ce type de deuil, donc forcément, ces personnes-là vont écouter le podcast. Venons-en à l'avenir. Tes envies sur l'avenir du podcast, les sujets que tu voudrais aborder, comment envisages-tu l'évolution du podcast d'ici quelques années? Est-ce que tu as toujours l'envie pour ce podcast? L'envie, elle est là. L'envie, elle est là. Et comme je l'ai dit, l'envie, elle est là à partir du moment où je serai rémunérée pour ce travail. Donc comment envisages-tu l'évolution du podcast, l'avenir du podcast? Eh bien, c'est simple, je le redis. Si j'ai des financements, si j'ai une manière de me rémunérer qui soit vraiment sûre et certaine, c'est-à-dire, voilà, telle rémunération débloque tel nombre d'épisodes pour la saison 5, je fais une saison 5. Là, le financement au long cours, c'est bien pour m'apporter un petit appui mois par mois, mais clairement, ça ne me rémunère pas. Donc là, l'idée, c'est vraiment de débloquer une somme et de pouvoir anticiper un nombre d'épisodes. Sinon, voilà, le podcast, je l'arrête. Comment j'envisage ça? J'envisage ça, alors déjà j'essaie de démarcher des entreprises, des institutions qui auraient des fonds pour financer une partie de cette saison 5. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse positive. Voilà, j'essaie de planter des petites graines en espérant que ça aboutisse. Sinon, mon autre manière de voir les choses, ce sera peut-être de mettre en place un grand financement participatif, de supprimer mon financement au long cours, donc Tipeee, et de mettre en place un vrai gros financement participatif, une vraie grosse opération de financement participatif pour financer la saison 5, en me disant, voilà, si on atteint tel palier, il y aura un épisode par mois. Si on atteint tel palier, il y en aura peut-être 2. Et de me dire que si j'ai des sponsors éventuels, ça permettra de me rémunérer mieux. Ça me permettra de débloquer des fonds, par exemple, pour financer quelqu'un pour... Enfin voilà, pour clairement déléguer des choses. Un site internet en bonne et due forme, par exemple. Je rémunère quelqu'un pour faire telle chose pour le podcast, donc de déléguer, de me dire si j'ai un sponsor, ce sera un épisode en plus. Voilà, je pense que très clairement, pour m'aider à me lancer dans une saison 5 sereinement, en me disant peu importe si j'ai sponsor ou pas, ça va être un financement participatif au printemps, débloquer un certain nombre d'épisodes pour cette saison 5. Le reste, ce sera du bonus. Le reste, ce sera une meilleure rémunération. Le reste, en passant par exemple par des sponsors, ce sera de déléguer certaines choses pour faire peut-être grandir le podcast ou lui donner une autre dimension à travers un site internet qui soit vraiment clean, qui soit pro. Ce sera débloquer quelques épisodes en plus. Voilà, je pense que ça va passer par cette sorte d'articulation entre financement participatif, voilà, pendant, voilà, je crois que c'est en général 3 semaines, de pouvoir communiquer là-dessus, de pouvoir dire exactement pourquoi je demande tant, pourquoi j'ai besoin de temps, et puis un financement à travers du sponsoring. Si vous avez envie de donner un coup de pouce au podcast, il y a cette plateforme Tipeee avec voilà, le lien que je vous mets dans la description de l'épisode, et puis même... Voilà, d'avoir l'énergie de chercher des sponsors, de chercher des solutions, même ça c'est du travail, c'est vraiment beaucoup de temps passé, et ça c'est du travail invisible en fait. Donc, est-ce que j'ai toujours l'envie? Oui, j'ai toujours l'envie, pas dans n'importe quelle condition, mais en tout cas je compte sur vous d'une manière ou d'une autre, parce que oui, à un moment donné, il faudra que je fasse appel à vous pour une grande opération de financement participatif. Et en fait, vous pouvez aussi m'aider de plein de manières. Si vous connaissez des structures qui pourraient être intéressées pour financer le podcast, si vous connaissez des entreprises qui ont mis en place des choses qui pourraient aider les parents endeuillés, qui pourraient aider les personnes qui vivent un deuil périnatal, n'hésitez pas à leur en parler, qu'elles me contactent, parce que voilà, c'est terrible de devoir
réduire cette question à une question financière. En même temps, je ne la réduis pas du tout à une question financière. Je mets en place le podcast de manière complètement gratuite et pendant des années, je n'ai pas été rémunérée. Mais en fait, au bout d'un moment, je peux pas continuer à faire tout ça gratuitement. Il faut se rendre à l'évidence. Et puis, il y a des associations qui proposent des choses complètement gratuites. Moi, je ne suis pas une association et tout le travail que je fais, je le fais au détriment d'autres choses qui pourraient être finalement peut-être plus rémunératrices. Je sais que si je reprenais un travail tel que je l'exerçais avant le podcast, je ne pourrais plus du tout faire le podcast, ça c'est évident. Donc voilà. En tout cas, je tiens à vous remercier pour votre soutien. Je vous remercie aussi pour vos questions. Ce podcast, il n'existerait pas sans vous, dites-le vous bien. Et c'est aussi parce que vous êtes là que le podcast, il continue en fait. Sans une communauté autour, sans ces auditrices et ces auditeurs, qu'il s'agisse de personnes qui ont vécu un deuil périnatal ou de professionnels ou de membres de leur entourage, à ces personnes-là qui vivent un deuil périnatal, sans toute cette communauté autour, sans toute cette audience, il n'y aurait pas le podcast. Et puis en plus, voilà, il y a eu un documentaire, il y a eu beaucoup d'interventions de ma part dans les médias, mais en fait, voilà, s'il n'y avait pas eu l'audience que le podcast a, il n'y aurait pas eu tout ça. Donc sans vous, le podcast, il n'aurait pas existé, il n'existerait plus. Et voilà, rien que pour ça, j'ai envie de vous remercier. En tout cas, je vous donne rendez-vous tout bientôt pour des épisodes inédits. De toute façon, la saison 4 ne s'arrête pas. Et voilà, surtout, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très très vite.